député du Nord et porte-parole du Rassemblement national. C'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Alors Sébastien Chenu, a priori le remaniement gouvernemental est imminent, c'est pour dans quelques heures, ça devrait être pour aujourd'hui en tout cas. Qu'est-ce que vous en attendez de ce remaniement ? Strictement rien. Et je crois, comme la majorité des Français, que je me contrefiche de savoir si c'est un ex-socialiste, un ex-républicain ou un technicien macroniste qui va rentrer au gouvernement, en sortir. Ce jeu de chaise musicale n'a strictement aucun intérêt. Je ne parlais pas en l'occurrence des noms sur les Dans le cadre d'un remaniement, c'est souvent les noms dont on parle. Non, ce qui est important, c'est le profil, la force ou pas, la stabilité du gouvernement, quel type de mission lui incomber. Richard Ferrand appelle à un second souffle pour la majorité. Pour vous, mais tout ça, c'est du blabla. Mais tout ça, c'est du blabla. C'est un écran de fumée, rien ne changera. Emmanuel Macron l'a dit. Il continuera la même politique. Je ne lui en fais pas le procès, d'ailleurs, c'est sa logique. Je ne suis en désaccord, nous sommes en désaccord et nous combattons cette politique. Mais rien ne changera. C'est du blabla. C'est pour amuser la galerie. Sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul Français dans ce pays qui est intéressé à l'idée de savoir si M. Castaner passe des relations au Parlement, au ministère de l'Intérieur, inversement, si c'est un adjoint au maire socialiste de Paris qui rentre au gouvernement? On s'en fiche complètement. On peut penser que les Français s'intéressent justement quand même au ministère de l'Intérieur, non? Vous pensez que ça n'a aucune importance? Non, mais moi je pense simplement... Quel profil il faut pour Beauvau à vos yeux? Est-ce qu'un ancien policier, ce serait par exemple... Il faut des gens sérieux qui mènent une politique sérieuse. On n'a ni l'un ni l'autre. On nous avait fait la chanson sur vous allez voir ce que vous allez voir, vous avez des experts en économie, etc., qui vont redresser la France. On a vu ce qu'on a vu. Pouvoir d'achat a baissé, le chômage a continué d'augmenter, on a vu. Vous allez voir, vous aurez des gens exemplaires. On a vu, il y a 7 ministres qui sont sortis, on nous donnera la liste des gens qui sont sortis pour des raisons fiscales. Il y a un certain nombre de ministres, présomption d'innocence, je n'oublie pas, qui sont aujourd'hui mouillés dans des affaires. Et on nous avait dit, vous aurez des gens qui seront impeccables, c'est le nouveau monde, vous allez voir ce que vous allez voir. On a des amateurs. On a des gens qui sont incapables de gérer le pays. Ce pays n'est pas gouverné. Ce remaniement est provoqué par le départ de Gérard Collomb. Au ministère de l'Intérieur, vous parlez d'amateurs. Est-ce que ça signifie que d'anciens policiers, il y a des noms qui circulent, celui de Frédéric Pechnard, l'ancien patron de la police nationale, ou celui de Mireille Bellestradi, directrice de la police judiciaire? Est-ce qu'un ancien policier ou un policier au ministère de l'Intérieur, ce serait justement une marque de professionnalisme à vos yeux? Moi, j'ai jamais cru à ça. J'ai jamais cru qu'un médecin faisait le meilleur ministre de la Santé, qu'un comédien faisait le meilleur ministre de la Culture, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est une vision d'ensemble, et non pas simplement être le lobbyiste de sa vie passée, comme le sont bien souvent d'ailleurs les députés En Marche. C'est l'intérêt général qui compte. Donc je ne suis pas persuadé qu'un ancien policier soit le mieux armé pour avoir une vision d'ensemble et défendre une politique générale, une vision d'ensemble pour le pays. Sébastien Chenu, Marine Le Pen était à Rome hier où elle a rencontré le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Conférence de presse commune lors de laquelle Marine Le Pen, la présidente de votre mouvement, a défini l'enjeu des élections européennes à venir. On l'écoute si vous voulez bien. Nous sommes aujourd'hui à un moment historique. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations, d'une Europe du respect, d'une Europe des protections, c'est-à-dire celle pour laquelle nous nous battons depuis de nombreuses années, notamment avec Matteo Salvini. C'est votre nouveau modèle, Matteo Salvini. Mais gloire aux victorieux. Matteo Salvini a gagné avec une alliance et avec un pourcentage d'ailleurs inférieur à ce que nous avons réalisé en France, a gagné les élections en Italie. Donc il faut lui rendre hommage et puis forcer de constater que ça fonctionne. La politique migratoire, il est ministre de l'Intérieur, ça fait partie de son champ d'action, eh bien est en train d'être inversée. Aujourd'hui, les Italiens sont en train de se rendre compte qu'ils ont moins de demandes d'asile et moins de migrants qui arrivent sur leur côte. C'est bien ce qu'ils souhaitaient, c'est bien ce qu'est en train de faire Matteo Salvini. Ça, c'est sur son job de ministre de l'Intérieur. Je note que Matteo Salvini a à peu près 70% d'opinion favorable en Italie, dont 50% dans l'électorat de gauche. C'est donc bien qu'il est impossible de faire autrement et que ça fonctionne. D'un mot, la baisse du nombre de migrants sur les côtes italiennes, elle avait commencé bien avant l'arrivée de ce gouvernement. Première chose. La deuxième, c'est que pour arriver au pouvoir, Matteo Salvini s'est allié avec l'autre bout de l'échiquier politique, c'est-à-dire le mouvement 5 étoiles. Vous n'arrivez pas à vous allier avec vos propres amis, Nicolas Dupont-Aignan. Comment vous comptez prendre le pouvoir ?
Non, vous savez, d'abord, il y a un système électoral qui est très différent en Italie et en France. Nous souhaitons qu'il y ait la proportionnelle. S'il y avait la proportionnelle, nous aurions aujourd'hui 130 députés. Les choses seraient probablement un petit peu différentes. En ce qui concerne la question des alliances, vous savez, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire ici, Emmanuel Macron avait fait quelque chose d'intéressant. C'était allié avec un mouvement politique, le MoDem. Il avait ramené à lui des gens qui venaient du PS et des Républicains, et il avait ouvert à la société civile. Eh bien, voyez-vous, moi je pense que nous souhaitons nous allier avec des mouvements politiques souverainistes. Il y en a assez peu sur l'échiquier politique. J'aurais souhaité que DLF, que Nicolas Dupont-Aignan, accepte notre main tendue. Il ne l'a pas souhaité pour les élections européennes. Ok, chacun dans son couloir. Pourquoi en Italie, Matteo Salvini peut tendre la main à un parti qui est à l'autre bout de l'échiquier, qui est l'équivalent en gros de Jean-Luc Mélenchon en Italie, alors que vous... Oui, allez-y, je vous en prie. Il y a des gens qui viennent et qui viendront d'autres mouvements politiques qui sont sur notre liste européenne, et nous ouvrirons à la société civile. Donc vous voyez, il y a ce parallélisme des formes qui est possible. Pourquoi ce qui marche en Italie ne fonctionne pas, ou en tous les cas aujourd'hui n'a pas fonctionné en France ? Pour un mode de scrutin en particulier, parce que la proportionnelle envoie différentes sensibilités politiques et permet à toutes les sensibilités politiques d'être exprimées au Parlement italien, ce qui n'est pas le cas en France. Ça signifie que la leçon que vous retenez de la victoire de Matteo Salvini, c'est que le Rassemblement national ne pourrait pas accéder au pouvoir demain tout seul. Mais personne n'accède au pouvoir tout seul. Personne n'accède au pouvoir tout seul. Emmanuel Macron l'a bien démontré. Il n'a pas accédé au pouvoir tout seul. Très longtemps, le Front National prétendait accéder au pouvoir seul, sans alliés. À partir du moment où il n'y a pas la proportionnelle intégrale, avec un seuil minimum pour respecter les équilibres, comme on le fait dans les régions, comme on le fait dans les municipalités, alors il est très difficile de pouvoir accéder aux responsabilités, parce que nous avons face à nous le syndicat des défenseurs de leurs intérêts propres, qui sont tous ces vieux partis pourris qui se définissent comme le camp du bien. Pour les européennes, Marine Le Pen veut bâtir une coalition des nationalistes, dit-elle, avec Matteo Salvini. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des candidats de la Ligue italienne sur la liste du Rassemblement national, et inversement, pourquoi pas des candidats du Rassemblement national en Italie? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que chaque candidat sera issu de son pays et sera candidat dans son pays. En revanche, c'est une affaire de principe. Vous voulez pas d'Italiens sur une liste en France? Simplement, je crois que le vote et l'élection sont liés à la nationalité. Vote pour le Parlement européen. Oui, d'accord, mais c'est pas grave. On envoie des députés nationaux. Ce sont des députés français qui siègent au Parlement européen. Eh bien, nous continuerons de défendre cette idée. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un député Front National roumain dans les années 80. Il y a eu, c'est assez ancien. Enfin, non, il était français. Non, il était français. Il était d'origine roumaine, M. Pordea. Il était d'origine roumaine, mais il n'était pas roumain. Il était de nationalité française. Donc, vous voyez, vous vous êtes trompé, Renaud Dely. J'étais pas loin. Voilà, votre démonstration tombe à l'eau. Sébastien Chenu, vous restez avec nous. Si vous voulez bien, on marque une petite pause, le temps des titres de l'actualité à 8h40 avec David Doba. On se retrouve juste après. Philippe Martinez assure que le succès ne se résumera pas au nombre de manifestants. Journée de mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats, notamment CGT, FO, Solidaire ou encore l'UNEF. Tous protestent contre ce qu'ils appellent la destruction du modèle social. À Paris, le rendez-vous est fixé à 14h à Montparnasse. Qui pour succéder à Gérard Collomb? Encore un peu de patience, nous devrions être fixés dans la journée sur la composition du nouveau gouvernement, avec évidemment comme d'habitude beaucoup de questions en suspens, notamment le nombre d'entrants ou de sortants. Les ministres de l'Environnement de l'UE, réunis pour leur part aujourd'hui à Luxembourg, ils vont tenter de s'accorder sur l'épineux sujet des réductions des émissions de CO2 des voitures et des véhicules utilitaires d'ici à 2030. Booba et Karis seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Ils risquent 1 an de prison avec sursis pour leur bagarre. C'était le 1er août dernier à Orly. Selon leurs avocats, ils ne seront pas présents au tribunal de Créteil. Et puis on vous en avait parlé sur France Info de ce maillot de Zidane mis aux enchères, maillot qu'il aurait porté durant la première mi-temps de la Coupe du Monde de 98. Et bien figurez-vous qu'il a finalement été retiré. Il y a un doute sur l'authenticité. France Info. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. On parlait de vos amis italiens il y a quelques instants. On va parler maintenant de votre ami ou ex-ami, on ne sait pas, américain. Oui, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Steve Bannon, s'est installé récemment à Bruxelles pour coordonner, aider à l'union justement des partis nationalistes en Europe. Steve Bannon, c'était précisément l'invité d'honneur de votre dernier congrès du Rassemblement national au printemps dernier. Et voici le conseil qu'il était venu vous donner à la tribune. On l'écoute. Laissez-les vous appeler racistes. Laissez-les vous appeler xénophobes. Laissez-les vous appeler nativistes. Portez cela comme un badge d'honneur. Vous allez suivre ces conseils. Steve Bannon, c'est un allié utile, indispensable pour vous? Steve Bannon est intéressant parce qu'il nous dit vous n'êtes pas seul.
À travers la planète, partout à travers le monde, il y a des peuples qui demandent la même chose, c'est-à-dire le respect de leur identité, la protection des systèmes qu'ils ont créés à travers leur travail, à travers leur histoire. Et il dit aussi ce qu'on vient d'entendre, soyez fiers d'être raciste. Non, il ne dit pas ça. Bah. Laissez les autres. Non, il ne dit pas ça. Les autres. Il ne dit pas. Non, il dit laissez les autres vous insulter de racistes. Et portez cela comme une médaille, c'est précisément ce que qu'il dit. Oui, il ne dit pas soyez fiers d'être racistes. Faut pas dire. On peut le réécouter, pardon, j'ai peut-être mal entendu. On peut réécouter Steve Bannon, s'il vous plaît. Moi, j'ai rédigé. Vous appelez raciste. Laissez-les vous appeler xénophobe. Laissez-les vous appeler nativiste. Portez cela comme un badge d'honneur. Portez cela comme un badge d'honneur, c'est clair? Oui, laissez les autres vous appeler raciste. Portez cela comme un badge d'honneur, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le camp du bien s'arroge des propos qui ne sont pas conformes à la réalité. Laissez les autres vous insulter. Voilà ce que dit Steve Bannon. Et regardez d'où ça vient. Regardez ce que ces insultes veulent dire. Ce sont ces gens qui sont en échec depuis toujours sur toutes les politiques qui viennent vous donner des leçons. Donc vous savez, les leçons, les insultes, nous sommes habitués à les recevoir. Madame Schiappa a encore insulté notre mouvement il y a quelques semaines. Personne ne s'en émeut. Nous n'en avons rien à faire. Et Steve Bannon vient nous dire vous n'êtes pas seul, continuez dans votre couloir. Et il vous explique que la stratégie dite de dédiabolisation, qui était celle de Marine Le Pen, c'est vous faites fausse route. Il faut pas se plier à la dédiabolisation. Il nous dit simplement continuez votre chemin, ne baissez pas la tête parce que ce que vous faites, ce que vous proposez est noble. Et moi j'ai ce sentiment. C'est que ce que nous proposons, le chemin que nous proposons, l'alternative politique que nous proposons, elle est non seulement entièrement et totalement républicaine, mais elle est noble. Nous nous battons pour de justes causes et nous n'acceptons plus les donneurs de leçons. Nous n'acceptons plus de nous faire donner des leçons par des gens en échec sur l'ensemble des politiques. Sébastien Chenu, c'est pas un petit peu un problème quand on se veut patriote et qu'on défend l'Europe des nations de se faire dicter sa conduite par un Américain ? Il ne nous dicte pas la conduite. Il vient nous dire qu'il veut donner un coup de main et que nous ne sommes pas seuls. C'est intéressant. Je note d'ailleurs que nous ne l'avons pas attendu. Marine Le Pen était aux côtés de Matteo Salvini aujourd'hui, comme elle l'est en réalité depuis très longtemps, notamment dans la construction de la Ligue, qui était un parti régionaliste, la Ligue du Nord, qui s'est transformée en parti national. Et Marine Le Pen avait beaucoup incité Matteo Salvini à le faire. Donc on n'a pas attendu Steve Bannon. Mais tout le monde est bienvenu à bord, si j'ose dire. Qu'on nous donne un coup de main, c'est intéressant. Même s'il sert d'abord les intérêts de Donald Trump, Steve Bannon, et des États-Unis plutôt que les intérêts européens. Mais nous nous mettrons sous la tutelle de personne. Ça veut dire que vous le voyez régulièrement, que vous allez le voir pendant la campagne des européennes? Non, moi je l'ai vu une fois. J'ai rencontré Steve Bannon une fois. J'ai trouvé que son discours était intéressant. Il se résumait finalement à deux choses. Il m'avait dit que vous soyez blanc, bleu, rouge, noir, gay, hétéro, etc. Peu importe. Nous, ce que nous proposons aux Américains, c'est de les protéger et de leur donner du boulot. Et je m'étais dit furieusement, ce type a du bon sens. C'est aussi ce que nous souhaitons protéger pour nos nations, donner à nos nations et à nos peuples, leur donner du boulot et les protéger. Vous l'avez vu une seule fois, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que Marine Le Pen va le revoir? Écoutez, je ne connais pas... Est-ce qu'il va jouer un rôle de conseiller officieux ou pas dans les mois qui viennent? Non, il a envie de donner un coup de main. Il a envie d'apporter une aide, y compris, je crois, intellectuellement, techniquement, etc. Donc, bienvenue, pourquoi pas. Il est bienvenu, oui. Oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, nous n'avons pas à nous mettre sous la tutelle de quiconque. Marine Le Pen est une femme libre. Je crois qu'elle l'a suffisamment démontré. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes capables de parler à l'ensemble de nos partenaires européens. Alors, ces élections européennes, elles auront lieu en mai prochain. Vous aviez annoncé ces dernières semaines un certain nombre de ralliements. On a entendu des noms, par exemple celui de l'ancien ministre Thierry Mariani, quelques autres. Et pour l'instant, toujours, rien ne vient. Pourquoi est-ce que vous avez autant de mal à séduire On n'a pas autant de mal. C'est qu'on est maître de notre calendrier et qu'on dévoilera ces noms au moment qui nous semblera opportun. Et je crois que vous aurez quelques surprises. Je l'ai déjà dit, je le redis, ne soyez pas trop impatients. Il y a des gens qui vont et qui nous rejoignent. Simplement, chacun est maître de son calendrier et nous comptons le rester. Nous ne nous faisons pas dicter notre calendrier. Je sais qu'il y a une certaine forme d'impatience pour savoir qui va nous rejoindre, mais vous serez servis. Il y a une impatience, Sébastien Chenu, puis il y a une concurrence aussi, parce que pendant ce temps-là, vous avez un concurrent, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, qui lui s'est d'ores et déjà lancé dans la campagne européenne et qui a, lui, déjà annoncé un certain nombre de ralliements. Je vous propose d'écouter Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'ai rédigé avec mon parti Debout la France un manifeste, un texte, un projet européen pour réorienter l'Europe. Je l'ai d'ailleurs envoyé à Marine Le Pen, je l'ai envoyé à Laurent Wauquiez. Et je suis absolument convaincu que la liste que je vais conduire rassemblera des gens à la fois du Rassemblement national et des Républicains. J'ai été le seul à soutenir au second tour Marine Le Pen. Et aux européennes, elle n'est pas candidate. Je suis candidat. Et je pense que légitimement, elle pourra me soutenir puisque moi je l'ai soutenue le moment venu.
Il a déjà rallié une vingtaine de conseillers régionaux du Rassemblement national, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, enfin, vous savez, le principe dans la vie, quand on veut des élus, le mieux, c'est de les faire élire soi-même. C'est pas d'aller chercher chez le voisin. Mais pourquoi ils s'en vont Monsieur, pourquoi ils s'en vont chez pour vous des raisons absolument différentes, très différentes. Et il y a à peu près autant de raisons qu'il y a d'individus. Mais une vingtaine, bon, écoutez, c'est une chose. Monsieur Dupont-Aignan n'avait pas fait élire lui-même une vingtaine de conseillers régionaux, puisqu'on en a fait élire 0. Donc, voyons les choses avec beaucoup de calme. Vous savez que quand les élections approchent, il y a beaucoup de gens qui considèrent que pour avoir une chance de devenir député européen, il faut peut-être aller ici ou là et sont prêts à sacrifier leurs idées. Ce qui m'importe, Nicolas Dupont-Aignan a déjà mené une liste la dernière fois aux élections européennes. Nous également, nous étions exactement dans cette situation-là. Marine Le Pen a fait le choix de demeurer députée nationale pour honorer son mandat. Monsieur Dupont-Aignan a peut-être peur que dans la suite, la réforme constitutionnelle, sa circonscription disparaisse, que ce soit plus difficile. Et il préfère... Vous pensez qu'il y va pour ça aux européennes? Je pense qu'il se pose la question de savoir si sa circonscription ne peut pas disparaître. Quand on a été élu député national il y a un an, je pense qu'il est intéressant, quand on est un grand leader de parti politique, de continuer le travail au Parlement national parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il n'est pas très courageux, quoi. C'est ce que vous nous dites. Il a peur de perdre son siège de député, donc il va se réfugier au Parlement. Je ne dis pas ça, je dis qu'il fait un autre calcul. Je dis qu'il fait un calcul qui est personnel. Et je dis que nous ne faisons pas un calcul pour faire un score. Nicolas Dupont-Aignan veut faire un score, veut démontrer qu'il peut enfin faire plus de 5%. Nous, on ne fait pas du tout ça. On veut mettre en échec la République en marche. Et si j'en crois les sondages, nous sommes les plus capables de les mettre en échec. Nous les tutoyons en ce qui concerne les sondages. Je crois même que nous serons devant. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ce qui était possible il y a quelques mois au moment de la présidentielle, une alliance Marine Le Pen-Nicolas Dupont-Aignan ne fonctionne plus aujourd'hui pour une élection européenne. Expliquez-nous. Vous avez raison, posez la question à Nicolas Dupont-Aignan. Il nous dit c'est de votre faute. Il était sur notre plateau il y a quelques jours, il nous a dit c'est Marine Le Pen, elle n'accepte pas ma main. Non, mais parce que Nicolas Dupont-Aignan veut commencer une discussion en disant je suis premier, tout le monde se range derrière moi. Ça, c'est un peu de la parce qu'elle n'est pas candidate. Il dit parce que Marine Le Pen n'est pas candidate. Nous ouvrons les négociations et les possibilités sur la stratégie, le programme, la composition de la liste. Avouez que pour un parti qui fait la course en tête... Mais pas sur la tête de liste. Oui, parce que... Enfin si, sur la négociation de la tête de liste, à partir du moment où je n'ai pas un député national, parce qu'il a déjà du boulot à l'Assemblée nationale. Pour un parti qui fait la course en tête, on est plutôt bons camarades. Ce ne sera pas un député Front National, enfin du Rassemblement national, donc qui sera tête de liste. C'est impossible. Il y a plusieurs possibilités. Vous disiez que Marine Le Pen avait choisi... Parce que c'est la patronne du Rassemblement national. Mais en revanche, et qu'elle a besoin de faire entendre sa voix à l'Assemblée nationale. Mais ça pourrait être le numéro 2. Patron d'un parti politique, je pense que sa place est à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être le numéro 2, Louis Alliot? Il y a plein de scénarios possibles. Il y a plein de scénarios. Bon, je vous laisse supputer parce que vous serez déçus. Bon, je ne sais pas si on va être déçus. On va marquer une toute petite pause, 1 minute, et on reprend cette discussion avec vous, Sébastien Chenu, juste après l'actualité avec David Daube, 8h50. Et on devrait découvrir dans les toutes prochaines heures le visage du nouveau gouvernement. Les emplois du temps d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe ont été libérés, annonce qui intervient dans un contexte social particulier avec une journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats. Lycéens, étudiants, salariés et retraités se donnent rendez-vous notamment à partir de 14h à Montparnasse à Paris pour protester contre la politique du gouvernement. Il promet d'être totalement impartial. Brett Kavanaugh investit officiellement cette nuit à la Cour suprême des États-Unis. Donald Trump a présenté ses excuses au nom de la nation pour la douleur et la souffrance qu'il a endurée. Redouane Faïd en grève de la faim depuis sa prison de Vendin-le-Vieil, c'est dans le Pas-de-Calais. Il conteste l'incarcération de sa logeuse, mais également de plusieurs membres de sa famille. Et puis, il proteste également contre les conditions de détention, notamment le fait d'être menotté dans tous ses déplacements. Et puis, 800 personnes mobilisées aujourd'hui pour une simulation hors norme, l'attaque par un commando du Groupama Stadium près de Lyon. Objectif, montrer au G6 l'expérience française en matière de gestion des attentats. Les ministres de l'Intérieur des 6 pays les plus peuplés de l'Union européenne sont réunis depuis hier pour parler immigration, mais également lutte contre le terrorisme. France Info. Sébastien Chenu, encore un mot sur votre ex ou futur allié Nicolas Dupont-Aignan. Il s'est fait piéger il y a quelques jours par un micro ouvert alors qu'il pensait qu'il était fermé et il était en train de parler du débat de l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vous propose qu'on l'écoute, vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Ça va ? Tu penses de tout ce qui se passe, tu vas C'est me dire grandiose. que t'avais raison. En fait, on ne sait pas quel était le plus dingue au débat. C'est un truc insensé. En fait, le plus dingue n'était pas celui qu'on croit au débat du second tour. Voilà, on ne sait pas lequel était le plus dingue au débat. Le plus dingue n'était pas celui qu'on croit, dit Nicolas Dupont-Aignan. Vous l'avez pris pour vous?
C'est pas très pour Marine Le Pen, sympathique. C'est pas très sympathique. Je crois qu'il faut éviter, lorsqu'on défend les mêmes choses ou une même conception du monde, et Nicolas Dupont-Aignan défend la même chose que nous. Il avait rallié Marine Le Pen sur un programme qui était connu. Je pense que dans ces cas-là, il faut éviter d'aller donner des coups de griffe aux leaders politiques qu'on a soutenus l'avant-veille pour des raisons boutiquières, pour des raisons de boutique. Il joue double jeu, Nicolas Dupont-Aignan. Il est sympa avec vous par devant, et puis derrière, il explique que Marine Le Pen est dingue. Nicolas Dupont-Aignan essaye d'exister, de faire enfin élire des gens. On ne peut pas lui en vouloir. Il s'imagine, je crois, un destin qui n'est peut-être pas celui qui est conforme à la réalité. Voilà. Renaud Dely. On évoquait les succès des partis nationalistes. Juste une question sur, là on sort de l'Europe un instant, au Brésil, un candidat d'extrême droite, Bolsonaro, est sur le point d'être élu président de la République, il est arrivé en tout cas très nettement en tête du premier tour. Est-ce que si vous étiez électeur brésilien, vous voteriez pour lui ? Non, parce que le programme de ce monsieur et ses sorties ne sont pas conformes à ce que nous défendons. Il est Lesquels ? ultra-libéral. Ses sorties sur la politique économique, ses sorties homophobes, etc., ne sont pas notre tasse de thé. Et il défend un programme qui est ultra-libéral et qui ressemble à celui, d'ailleurs comme son électorat ressemble à celui de monsieur Macron en termes économiques, uniquement sur la partie économique. Maintenant, il y a des raisons de fond sur l'élection probable de ce monsieur, l'échec total de la gauche, les juges qui ont mis en prison Lula, le leader de gauche, mais j'allais dire, comme on l'a souvent entendu, pas d'amalgame. En tout cas, vous ne soutenez pas Bolsonaro. Vous avez évoqué... Non, parce qu'il propose une politique qui est l'inverse de celle que nous proposons. Lui, il propose une politique dans laquelle chacun est vissé à son emploi précaire, mais avec un iPhone au bout de l'oreille. C'est exactement l'inverse de ce que nous souhaitons pour notre société. Vous avez aussi évoqué d'un mot, Sébastien Chenu, les multiples attaques homophobes dont a fait preuve ce candidat brésilien. Revenons en France un instant. Vous aviez justement créé il y a longtemps, une quinzaine d'années, une association qui s'appelle Gay Libre, dans laquelle vous avez milité pendant très longtemps, une association qui défend les droits des personnes lesbiennes, gays et transgenres. Ce n'est pas ça, un Gay Libre. Ce week-end... Ah si, c'est ainsi qu'elle se définit toujours. C'est ainsi qu'elle se définit toujours aujourd'hui. Permettez que je connaisse un peu mieux le sujet. Donc uniquement, c'était qui, pardon? Non, mais il n'y avait pas toutes ces histoires de transgenres, etc. à l'époque. Ce n'est pas injure à faire, mais c'était pas le cas à l'époque. C'est assez daté. C'est une association qui défend bien les droits des homosexuels et c'est bien vous qui l'avez créée. Vous avez milité pendant des années avec, à la tête de cette association. Ce week-end encore, un couple homosexuel a encore été violemment tabassé en plein Paris parce qu'ils s'embrassaient dans la rue. Il y a 3 semaines, un autre couple homosexuel avait été agressé parce qu'il se tenait par la main. Comment est-ce que vous vivez ce regain d'agression homophobe? Est-ce que ça vous inquiète et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette homophobie? Je déteste toutes les formes de violence, toutes quelles qu'elles soient, et je vois qu'effectivement il est difficile dans certains quartiers, Marine Le Pen l'avait dit déjà il y a très longtemps, dans certains quartiers de Paris ou de périphérie ou de certaines villes, il est difficile de vivre comme on le souhaite. J'aimerais que SOS Homophobie puisse demain, dans le cadre du rapport qu'il édite, nous en dire davantage sur le profil de ces agresseurs. Qui sont-ils? Pourquoi agissent-ils? Qu'est-ce qui les rend si agressifs vis-à-vis de gens qui simplement vivent une vie privée de façon tout à fait banale dans une société dans laquelle il n'est pas hors la loi d'être homosexuel. Vous voulez dire qu'il y a un profil type bien particulier? J'aimerais le connaître, c'est la question que je pose. J'aimerais le connaître. Et je pense que c'est le boulot de ces associations de nous dire qui sont les agresseurs, qui sont ces gens qui s'en prennent à ces couples qui, somme toute, vivent de façon tout à fait banale. Et le boulot du Rassemblement national pour lutter contre l'homophobie, vous incitez votre parti à lutter contre l'homophobie? Non, mais je n'ai pas incité un parti qui n'a rien d'homophobe à faire quoi que ce soit. Le Rassemblement national traite de la même façon... C'est un acteur de la vie publique, il pourrait lui aussi se mobiliser contre l'homophobie. De la même façon toutes les personnes, quelle que soit leur vie privée. La vie privée concerne les individus. Nous accueillons tout le monde, quelle que soit la vie privée des individus, quel que soit leur parcours politique, quelle que soit leur couleur ou quelle que soit leur religion, à partir du moment où ils respectent le pacte républicain. L'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui l'a secondé pendant 9 ans, Florian Philippot, a publié un livre dans lequel il explique que lui a été victime d'homophobie au sein du Front National. Eh bien, si c'est le cas, c'est bien triste. Mais il n'y a pas d'homophobie au sein du Front National? Non, et je crois que l'homophobie est probablement quelque chose de partagé. Vous savez, je viens de l'UMP. J'ai été dans ce parti politique qui a déchaîné beaucoup de violence au moment de la manif pour tous. J'ai entendu des propos qui, à l'époque, m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. Donc, c'est comme la connerie, c'est très partagé. Sébastien Chenu, d'un mot, vous aurez manifesté contre l'extension de la PMA aux côtés de la Manif pour tous? Non, je ne manifeste pas par principe, et encore moins sur les sujets de société, puisque je pense que les sujets de société doivent être traités par la société. Moi, je suis hostile à la PMA. Ça n'enlève rien
au fait que je pense que la parentalité, la capacité à élever un enfant, quel que soit son choix de vie ou ses inclinaisons personnelles, n'est pas en cause. Mais on nous a dit pendant tant d'années, l'accès aux origines est important. L'accès au père, souvenez-vous, c'est caricatural avec « je suis la fille d'Yves Montand ». L'accès aux origines est important. Aujourd'hui, on nous dit finalement, la PMA sans père, c'est très bien, on peut se priver d'un père. Je pense que tout ça pose question à notre société. Moi, je ne suis pas favorable à la PMA. Je pense qu'on ne peut pas priver sciemment un enfant à venir de l'accès à ses origines, en tous les cas à son père et en tous les cas à une ascendance paternelle. Je pense que ce n'est pas le chemin que je souhaite pour mon pays. Je le disais lorsque j'avais créé Gay Libre, d'ailleurs, nous l'avions dit, nous avions pris des positions à ce sujet. Je continue de le penser. Merci Sébastien Chenu.